Salam alaikum. Bonjour, chers étudiants. Bienvenue dans cette nouvelle conférence de la matière technologie de management. Alors, je vous rappelle que au cours des dernières conférences, on a commencé par rappeler un peu les principes de management. On a essayé un peu de rappeler le principe de la conception systémique de l'entreprise, de l'organisation. Par la suite, on a parlé un peu des systèmes d'information, des nouvelles technologies, leur importance, leur apport au niveau de l'organisation. Et au cours de la dernière conférence, on a parlé de deux concepts très importants, à savoir le concept d'évolution des systèmes d'information et le concept d'évaluation des systèmes d'information. Alors, étant donné ce background concernant l'importance, concernant la conceptualisation, aujourd'hui, on va passer à un autre volet de notre cours, à savoir les outils de gestion d'un projet ou bien les méthodes de gestion d'un projet en se référant aux nouvelles technologies, c'est-à-dire quels sont les outils technologiques qui vont aider les managers, qui vont aider les responsables de l'organisation à gérer leur projet. Donc, pour ce faire, avant d'entamer les méthodes de gestion de projet, j'ai essayé de rappeler un peu le concept de projet, la conceptualisation de projet au niveau de l'organisation, chose que je crois que vous avez déjà eu dans l'un de vos cours, mais pour savoir les méthodes de gestion, les technologies de gestion d'un projet, il s'avère intéressant de rappeler certaines notions. Ainsi, notre chapitre s'intitule « Outils de gestion de projet ». Ce chapitre-là va être divisé en 3 sections, à savoir, la première section parlera du contexte du projet, la deuxième section va être réservée au développement de si on va intégrer le projet, quelles seront les différentes possibilités d'intégration d'un projet dans l'organisation, et pour entamer en troisième lieu, dans une troisième section, les outils de gestion de projet. Donc, essayons de commencer par la première section qui est le contexte du projet. Essayons de rappeler une définition du concept projet. Donc, j'ai pris en considération une définition donnée par la norme ISO 9000 qui définit le projet comme étant un processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques, incluant des contraintes de délai, de coût et de ressources. Donc, cette définition nous donne les principaux clés qui définissent le terme projet. Il s'agit d'un processus unique. Donc, chaque projet, il a ses propres caractéristiques, ses propres objectifs, ses propres méthodes et outils. Il consiste en un ensemble d'activités coordonnées. Donc, il y a ce concept de coordination. Et ce concept-là va être mis en place par les méthodes qu'on va voir et les outils de gestion de projet qu'on va voir au niveau de la troisième section. Ces activités coordonnées et maîtrisées
Donc, on va voir comment l'outil technologique et les systèmes d'information offerts pour les organisations nous permettent de gérer ces activités coordonnées d'un projet. Donc, c'est un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin. Donc, chaque projet, il va avoir, on va diviser ce projet-là comme on va le voir dans la suite. Il y a des sous-ensembles, donc chaque sous-ensemble contient une date de début, une date de fin. Lorsque cette partie-là elle est finie, donc on va entamer, on va débuter, on va enchaîner avec une deuxième activité. Donc ceci sous-tend que on ne doit pas avoir des retards au niveau des sous-ensembles de chaque projet, parce que chaque retard au niveau de l'une des tâches du projet va engendrer des retards au niveau des tâches suivantes. Chose qui va retarder bien sûr l'atteinte de l'objectif final, chose qui va être coûteuse pour l'organisation. Ce projet il va être entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques. Aussi, je vous rappelle que dans la conceptualisation d'un projet, donc on a une relation entre deux parties que l'on les appelle un fournisseur et un client. Généralement, le fournisseur, c'est l'organisation, c'est elle qui va fournir le produit ou bien le service. Le client, c'est celui qui a demandé la réalisation de ce projet-là. Donc, le client va exiger certaines tâches, certaines caractéristiques pour le fournisseur. Ce dernier doit, bien sûr, offrir le produit final, offrir le service conformément à ces exigences-là. Incluant des contraintes de délai. Bien sûr, chaque projet doit être inscrit avec un délai bien déterminé. Des coûts aussi. Donc, on doit dès le début savoir prévoir, savoir calculer les coûts engendrés lors de la réalisation d'un projet. Aussi, dans la fixation de ces coûts-là, on va voir que les systèmes d'information, les technologies vont aider les dirigeants, les responsables, les managers à prévoir les coûts relatifs à la réalisation de chaque projet. Aussi, l'allocation des ressources nécessaires pour la réalisation de ce projet-là et pour l'atteinte de l'objectif fixé. Donc, je vois que cette définition, c'est une définition qui synthétise très bien, qui donne les caractéristiques bien énumérées, bien compris pour la notion de projet. Donc, l'activité projet s'inscrit dans un modèle à forte incertitude, c'est très important, à forte incertitude, où le produit développé est unique. Donc, on va offrir un produit unique, un service unique. Chaque projet, c'est une activité unique et nécessite des solutions novatrices non récurrentes. D'ailleurs, si on vient à la définition, le projet est spécifique et il est unique. Il n'y a pas deux projets qui sont les mêmes, qui sont identiques. Parce que même si l'objectif va être le même, on va trouver de nouvelles circonstances, on va trouver de nouveaux délais, on va trouver de nouvelles caractéristiques dans l'environnement où on va essayer de progresser ce projet-là, où on va essayer de réaliser ce projet-là. C'est pour cela que on doit toujours penser à des solutions novatrices. On doit toujours penser à l'unicité du projet, à l'unicité du produit. D'accord? Ici, on parle d'incertitude forte. Ici aussi, je mets l'accent sur, donc je me projette vers la troisième section qui est les méthodes ou bien les outils
technologiques qui vont nous aider à gérer notre projet. Ces outils-là vont nous faciliter la tâche puisque donc on va développer, on va gérer notre projet dans un contexte incertain où il y a plusieurs variables qui entrent en jeu, donc l'importance et la nécessité de prendre en considération un outil technologique qui va nous faciliter beaucoup la tâche de gestion, de manipulation du projet. Donc, quelles sont les caractéristiques d'un projet? Ici, je vais donner quelques caractéristiques importantes, que je vois très importantes, que je vois aussi intéressantes de les rappeler pour par la suite enchaîner avec dans l'explication des outils de gestion de projet. Donc l'activité projet peut être caractérisée par le fait qu'elles ne sont pas répétitives. Tout à l'heure, j'ai dit que ce sont des activités qui sont novatrices. Donc, ce sont des activités non répétitives, non récurrentes, ayant des décisions irréversibles. Donc, si je prends une décision aujourd'hui, demain, je ne peux pas revenir sur ma décision. C'est ce qu'on appelle des décisions irréversibles. Aussi, une autre caractéristique de l'activité projet, c'est qu'il englobe des activités, des variables exogènes fortes. Et c'est ça où réside la difficulté de gérer un projet, parce que on va être lors de la réalisation d'un projet, on va être touché par des variables exogènes sur lesquelles on n'a pas de contrôle, d'accord, telles que des données économiques, des variables économiques, des variables politiques, stratégiques, qui sont hors de la portée de l'organisation, c'est-à-dire que l'entreprise n'a pas un effet direct et n'a pas un pouvoir direct sur ces variables-là. Des équipes mobilisées temporairement en équipe projet. Ah, voilà, c'est une variable très importante et essayez de vous rappeler de cette terminologie-là parce que on va essayer de aussi l'exploiter au niveau de la troisième section. Donc, le projet est caractérisé par la formation d'équipes mobilisées, la constitution d'équipes mobilisées temporairement, parce que lorsque le projet prend fin, ces équipes-là vont s'arrêter d'exister. Donc, ils sont uniquement formés pour la réalisation, pour l'objectif ultime, l'objectif du projet. Ces équipes-là, on les appelle équipes projet. Des objectifs, bien sûr, chaque projet doit être mené par un objectif ou bien des objectifs qui peuvent évoluer en cours de développement. Une organisation matricielle voilà, on a un axe métier et un axe projet. On va voir cette conceptualisation de formation bien d'organisation du projet dans la suite du cours. Donc l'organisation matricielle, on sait bien que la matrice elle est dotée de deux axes. Donc ici, cette matrice, un axe de la matrice va nous donner les différents métiers et l'autre axe va nous donner les différentes composantes du projet. Une double autorité. Ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc pour chaque projet, il y a naissance d'une relation entre ce qu'on appelle deux parties. Les deux parties s'appellent le fournisseur et le client. L'entreprise représente le fournisseur, c'est elle qui va fournir le produit final qui est demandé par le client. Donc une double autorité qui est le client et l'entreprise. Le client va exiger ses attentes, ses besoins,
suite à l'obtention de ce projet-là. Et l'entreprise aussi va discuter un peu le coût, la réalisation, la durée, les méthodes de travail, ainsi de suite. Une coordination complexe d'acteurs multiples. Donc, on va trouver lors de la réalisation d'un projet différents acteurs, plusieurs acteurs qui vont entrer en jeu pour cette activité-là. Et on va aussi voir que la coordination entre ces différents acteurs, elle va être complexe. C'est pas une coordination aussi simple. Alors, une notion très importante que vous devez vous rappeler, et je crois que vous l'avez eu ces informations-là, mais pour moi, pour avancer, je dois les rappeler. Donc, chaque projet il est caractérisé par ce qu'on appelle le triangle d'or. Donc, le triangle d'or, on sait bien que le triangle est caractérisé par trois têtes, d'accord? Donc, ce trio représente les trois paramètres fondamentaux d'un projet. Quels sont ces trois paramètres? Ce sont la performance, le coût et le délai. Donc, la réussite d'un projet passe par la satisfaction des critères de performance, c'est-à-dire on parle ici de la qualité technique du projet. Le deuxième critère, c'est le critère coût, c'est-à-dire la qualité économique, et aussi le critère délai, c'est-à-dire la qualité temporelle. Donc, on doit trouver un produit suite à la réalisation du projet. On s'attend à ce qu'on réalise un produit techniquement avec une certaine qualité, économiquement avec un certain coût, donc avec un certain prix, bien sûr qui satisfait les attentes du client et de l'entreprise. Et la réalisation de ce produit-là, la réalisation de ce projet-là doit être réalisée dans un délai de temps bien précis, ni moins ni plus. Voilà le triangle, le trio du projet. Donc, on parle euh, de la qualité technique, de la qualité économique et de la qualité temporelle. Le respect de la performance. Le paramètre performance représente l'objet même du projet, c'est-à-dire sa réalisation d'ordre technique. La maîtrise de la performance est la plus sûre garantie de la réussite d'un projet, car les deux autres paramètres, qui sont le coût et le délai, dépendent directement du premier paramètre qui est la performance. Négliger le travail préparatoire relatif aux paramètres performance entraînera une défaillance d'ordre technique ou organisationnel qui donnera lieu irrémédiablement à des retards et à des surcoûts. Donc ici, le point le plus important, c'est le paramètre de la performance technique. Ici, on dit que si on n'est pas performant techniquement, ça va engendrer des retards. Donc, le paramètre délai va échouer et aussi des surcoûts. Donc, aussi, on ne trouve pas une qualité économique exigée, demandée. Le respect des coûts. Donc, le paramètre coût représente l'objectif économique du projet, qu'il s'agisse de recettes ou bien de dépenses. Ce paramètre essentiel caractérise la réussite ou l'échec économique d'un projet. Donc, ce paramètre peut être respecté lorsque on estime avec précision le délai. Donc, on estime avec précision le détail de réalisation du projet, poste par poste, les coûts d'un projet. Donc, on doit être précis. Et c'est pour cela que cette précision-là, elle est très
bien vérifier si on utilise un outil technologique, un outil informatique, des programmes qui sont très sophistiqués. Des coûts du projet. La bonne estimation repose sur une connaissance précise du développement projet, des achats à réaliser et des tâches à exécuter. Donc, cette connaissance-là, elle est attribuable à une connaissance technique des différentes caractéristiques et des différentes composantes du projet. La deuxième condition pour le respect du paramètre coût, c'est la maîtrise des dépassements de coûts internes et externes qui peuvent survenir sur la durée du projet en les analysant et en les renégociant. Ici, on parle de ce qu'on appelle contrôle des coûts. Donc, à chaque fois que on estime ou bien on prévoit qu'il va y avoir un dépassement de coûts, on doit contrôler les causes de ces dépassements-là, les raisons de ces dépassements possibles afin de cerner et afin de faire revenir les coûts dans les normes et dans les limites qu'on a déjà estimées. Le paramètre coût peut être aussi respecté lorsque on négocie financièrement toutes les nouvelles demandes exprimées par le client. À chaque fois que le client nous donne une nouvelle exigence, une nouvelle demande, on doit négocier financièrement cette demande-là. D'accord? Donc, ces demandes qui interviennent en écart par rapport au contrat. La dernière composante, le respect des délais. Le paramètre délai représente le respect de la date de livraison du projet. Ce concept-là, il est essentiel, il caractérise la réussite ou l'échec calendaire d'un projet. On doit toujours aussi respecter nos délais de fourniture de nos projets, de nos réalisations à nos clients. Ce paramètre sera respecté si on estime avec précision les délais d'approvisionnement, les durées de l'ensemble des tâches du projet. Cette bonne estimation repose sur une connaissance précise du plan de développement projet. Aussi, une autre condition pour respecter les délais, par la maîtrise des dépassements de durée, que ce soit dépassements internes ou bien externes, qui peuvent survenir sur la durée du projet. En analysant et en négociant ces dépassements-là. Donc ici, on parle de contrôle des délais. Tout à l'heure, on a parlé de contrôle des coûts. Aussi, les délais doivent être contrôlés. La troisième condition, c'est lorsque l'on répercute dans le calendrier contractuel toutes les nouvelles demandes exprimées par le client qui interviennent en écart par rapport au contrat. Comme vous le connaissez, lorsque j'ai un projet, par exemple la fabrication d'une commande de produits pour un client bien déterminé. Donc, le client me donne les caractéristiques qu'il veut pour ce produit-là, la quantité et le délai dans lequel il veut obtenir son produit, voilà, sa marchandise. Alors, on fixe le contrat, toutes les caractéristiques sont bien fixées, mais après 2-3 jours, le client me rappelle: ah, monsieur, j'ai un point que j'ai oublié de vous mentionner. Je veux non pas une quantité 1000 unités, mais je veux 1100 unités de ce produit-là. Donc, c'est ce qu'on appelle des modifications, des demandes exprimées par le client qui interviennent hors contrat. Et ces choses-là existent dans la pratique. Donc, cette extension de la demande du client va engendrer des modifications dans le délai de réalisation du produit, dans le coût de réalisation du produit, dans l'ensemble de la chaîne de fabrication du produit. Donc, ici,
on conseille les managers à prendre en considération ces demandes, ces nouvelles demandes, ces changements exprimés par le client et à aussi faire réviser les délais, les coûts engendrés par ces modifications-là pour pouvoir, bien sûr, arriver à temps, arriver dans les délais prescrits, dans les coûts prescrits du projet. Ou bien, on peut aussi informer notre client que, suite à cette nouvelle demande, il va y avoir un changement, il va y avoir une modification au niveau, que ce soit du prix de vente ou bien du délai de livraison du produit, ainsi de suite. D'accord? Alors, après avoir fait ce survol, ce petit rappel sur les notions que je vois intéressantes pour par la suite entamer la partie méthode et outils de gestion de projet, je vais aussi parler d'un point très important qui est dans cette deuxième section, donc la place du projet dans l'organisation. D'accord? Qui est aussi un point très important qu'on doit le rappeler pour par la suite enchaîner avec les méthodes et les outils de gestion du projet. Parce que ces méthodes-là varient suivant la place du projet dans l'organisation. Donc, la place du projet dans l'entreprise. Elle est variable. Donc, on va examiner schématiquement les différentes situations possibles. Le premier cas, lorsque le projet représente l'enjeu essentiel de l'entreprise. Dans ce premier cas, l'entreprise est engagée dans plusieurs grands projets, soit le projet A, le projet B, le projet C. Elle est exposée à une forte concurrence dans son marché et elle peut voir son avenir compromis par l'échec de l'un de ces projets-là. Ici, la relation projet-entreprise, elle est très forte. D'accord? C'est une première situation, c'est un premier cas de relation entre le projet et l'entreprise. Le deuxième cas de figure, lorsque le projet fédère un ensemble d'entreprises, c'est-à-dire lorsque le projet fait intervenir, voilà, met en relation plusieurs entreprises. On est dans le cas d'un grand projet, un projet gigantesque de coopération internationale qui a sa structure juridique propre et qui fédère autour de lui de nombreuses entreprises ayant chacune une implication plus ou moins forte dans le projet. Donc, plusieurs entreprises vont être amenées à participer à la réalisation de ce projet-là. Dans ce cas, l'image des entreprises qui participent au projet s'efface devant celle du projet qui est forte et reconnue. Donc, dans ce cas, c'est le projet qui domine l'image des différentes entreprises. Le troisième cas de figure, l'entreprise réalise un nombre important de différents projets. L'entreprise donc réalise de nombreux projets de taille variable, dans des secteurs d'activité aussi différents. L'échec de l'un des projets ne met pas en péril l'entreprise parce que qui dit projet ne dit pas nécessairement l'ensemble de l'entreprise. La relation projet-entreprise est dans ce cas faible. C'est le cas contraire de la première situation où le projet, vraiment l'échec du projet, c'est l'échec de toute l'organisation. Le cas suivant, c'est le projet, c'est l'entreprise elle-même. L'entreprise, ici, elle va se confondre avec le projet.
il y a une confusion entre l'entreprise et le projet. On peut dire que le projet est l'entreprise et réciproquement l'entreprise est le projet, EEST. Les moyens techniques et humains de l'entreprise sont au service du projet. La pérennité de l'entreprise est liée à celle du projet. La pérennité, c'est-à-dire la survie. Si le projet échoue, c'est l'entreprise qui va échouer. Si le projet se termine, l'entreprise va aussi se terminer. Alors, donc, on a vu 4 cas de figure pour la relation, la place du projet dans l'entreprise. Maintenant, on va se concentrer sur la structure organisationnelle du projet en lui-même. Donc, après avoir situé le projet dans l'entreprise, on peut examiner les différentes structures organisationnelles mises en œuvre pour réaliser un projet. Donc, comme vous le connaissez, une structure d'entreprise, elle a pour but de coordonner et de faire fonctionner l'ensemble des moyens humains et matériels pour atteindre les objectifs fixés par son responsable. Ici, toujours, je me projette vers la troisième section dans laquelle on va parler proprement dit des moyens et des outils de gestion du projet. Ici, donc, lorsqu'on parle de coordination, de mise en œuvre d'un ensemble de moyens humains, matériels, techniques, financiers, etc. Donc, on a besoin vraiment d'un logiciel ou bien d'un programme ou bien d'un outil technologique qui va nous faciliter cette tâche de coordination, d'attribution de moyens, de calcul, de prévision, que ce soit de prévision de coûts, de prévision de délai, de coordination, de révision aussi des échéanciers, des différents échéanciers de la réalisation du projet. Donc la première structure organisationnelle, c'est la structure divisionnelle par projet. Le principe de cette structure permet d'organiser l'entreprise par division. Donc l'entreprise va être organisée ou bien par produit, ou bien par marché, ou bien par zone géographique. On trouvera à la tête de chaque projet un chef de projet qui dirige une équipe, le groupe projet qui lui est attaché. L'ensemble des chefs de projet est coordonné par la direction de l'entreprise. La deuxième structure, c'est la structure matricielle. Cette structure est la structure couramment utilisée dans les grandes entreprises pour réaliser de grands projets, en particulier dans le secteur de l'industrie aéronautique, dans l'industrie spatiale, mais aussi dans le bâtiment, l'informatique ou encore la chimie pour des réalisations ayant un caractère unique et exceptionnel. Cette structure organisationnelle utilise simultanément une organisation par métier et une organisation par projet, d'où l'apparition de cette structure matricielle. Donc on trouve un axe métier et un axe projet. Son principe de fonctionnement complexe repose sur le détachement, pour la durée du projet, d'effectifs appartenant à la structure métier, que ce soit des experts ou bien des spécialistes. Donc, à leur détachement, qui vont être ces gens-là, voilà, ces experts-là, vont se détacher de la structure métier pour aller vers la structure projet. Voilà, donc maintenant on arrive à la section outils de gestion de projet ou bien méthode de gestion de projet. Cette troisième section est consacrée aux méthodes de pilotage mises à la disposition du chef de projet pour conduire à bonne fin son projet. Henry Ford dit que aucune tâche n'est particulièrement difficile si vous la découpez en petits boulots.
Donc, c'est une affirmation bien fondée de Henry Ford. Donc, sur la base de cette affirmation-là, se sont développées les nouvelles pratiques de manipulation au travail, les nouvelles pratiques d'organisation du travail. Et sur la base de cette affirmation-là, on va trouver, on va annoncer le premier outil de gestion de projet qui s'appelle l'organigramme technique. C'est quoi cet organigramme technique? Donc, l'organigramme technique, OT, ou bien organigramme des tâches, appelé en anglais Work Breakdown Structure, donc WBS, c'est l'outil de référence de la gestion de projet. C'est un outil très important pour la gestion de projet. Il illustre le concept fondateur de la gestion de projet qui est la division du travail. Cet organigramme doit permettre de répondre aux questions suivantes. Alors, la première question, que doit-on réaliser? Quelles sont les tâches qu'on doit réaliser? La deuxième question, quelles sont les tâches à réaliser? Par la suite, quels sont les moyens à mettre en œuvre? Par la suite, qui va réaliser ces tâches? Quels sont les coûts alloués et quels sont les délais? Donc, vous voyez bien que la réponse à ces questions-là va nous permettre de situer ou bien se rappeler du triangle, donc performance, voilà le triangle performance ici, donc c'est performance, délai, et coût. Donc, tout ce qui est voilà, pour obtenir, voilà, pour aboutir à l'objectif de performance technique, on doit se poser les deux premières questions. Que doit-on réaliser? C'est pour fixer l'objectif du projet. D'accord? Donc, si on ne fixe pas notre objectif, si on ne précise pas de manière exacte, de manière claire, où on va aller, quel est l'objectif qu'on doit atteindre, on ne peut jamais atteindre cette performance économique, cette performance technique. Quelles sont les tâches à réaliser aussi? Donc, la division l'objectif global, l'objectif général, va être divisé, scindé en sous-objectifs. Donc, quelles sont les tâches qu'on va réaliser afin d'obtenir, afin de réaliser, afin d'atteindre notre objectif? Quels sont les moyens à mettre en œuvre? Donc, ici, on parle de coûts. D'accord? Lorsque on se réfère aux moyens, on parle de moyens techniques, moyens financiers, etc. Par la suite, qui va réaliser ces tâches-là? Donc, quels sont les responsables? La formation d'équipe. On a dit que chaque projet, il va y avoir formation d'équipe pour la réalisation de ce projet-là. Donc, qui va réaliser ces tâches? Par la suite, quels sont les coûts alloués, que ce soit les coûts pour les responsables humains ou bien pour les ressources humaines ou bien les coûts pour les autres moyens techniques, matériels, ainsi de suite. Et enfin, quels sont les délais? Donc, dès le début, on doit fixer pour chaque tâche, il y a un délai bien déterminé pour pouvoir réaliser le projet dans le délai ou bien dans
dans le délai précis prescrit par le client, le demandeur du projet. Donc, le principe de l'organigramme technique est de réaliser une arborescence technique composant analytiquement le projet en quoi? On va essayer de décomposer le projet en sous-ensemble, en produit, en ce qu'on appelle lot de travail et en tâches. Vous voyez bien ici que ici il existe ce qu'on appelle une arborescence. Chaque fois qu'on est en train de descendre dans cette arborescence, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une augmentation de la précision et il y a une plus grande division du travail. Donc ici, le projet va être divisé en sous-ensembles. Chaque sous-ensemble va être divisé en produits. Chaque produit va être divisé en lots de travaux. Et chaque lot de travaux, on va trouver des tâches qui représentent les éléments les plus fins du planning de réalisation. Voilà, ici je vous donne comment va-t-on donc cette arborescence, comment elle sera présentée. Donc un projet, le projet va être divisé en sous-ensembles. On a un sous-ensemble 1, un sous-ensemble 2 et un sous-ensemble 3. Chaque sous-ensemble va être divisé en produits. Produit 1, produit 2, produit 3, ainsi de suite. Chaque produit va être divisé en ce qu'on appelle lot de travail. Lot de travail, donc. Produit 1, 1, lot de travail 1, 1, 1. Produit 1, 2, lot de travail 1, 2, 1. D'accord? Donc, ainsi de suite. Donc, et chaque lot de travail, bien sûr, vous voyez, il englobe un ensemble de tâches à réaliser. C'est le principe de la division du travail. C'est le principe qui a été démontré, qui a démontré son efficacité, bien sûr, par Henry Ford. Alors, quels sont les objectifs de ce premier outil de gestion qui est l'organigramme des tâches? Les objectifs sont les suivants. Attribuer nominativement des lots de travaux engageant les responsables sur une présentation technique, sur une prestation technique, un objectif de coût et sur un délai de livraison. Donc, chaque lot de travaux et on lui attribue une prestation technique, un objectif de coût et un délai de livraison. Ces lots représentent l'équivalent d'un contrat interne passé entre le chef de projet et le responsable de lot de travaux. On retrouve cette notion de client-fournisseur interne à l'entreprise. Si les lots de travaux contiennent les tâches à réaliser, ils indiquent aussi les tâches exclues pour mieux préciser le périmètre des activités à engager. Donc ici, ces lots de travaux vont être, à partir de ces lots-là, on va préciser comme une miniature, une division très fine de la réalisation du projet, du grand projet. Deuxième objectif, segmenter le projet, ce qui permet d'isoler les points critiques et de réduire les risques. Donc, si je divise mon travail, s'il y a un défaut
je peux détecter à quel niveau existe ce défaut-là. Donc, je peux aussi remédier cette partie très précise, cette partie bien déterminée qui a été bien déterminée suite à cette division de travail. Troisième objectif, garantir la cohérence du projet dans son ensemble. Quatrième objectif, mettre en évidence les interfaces. Cinquième objectif, vérifier l'exhaustivité des tâches. Chaque tâche est unique. Sixième objectif, structurer le projet conformément à l'organisation de l'entreprise. Donc, le OT, c'est un outil de gestion qui, par la responsabilisation qu'il induit au niveau de chaque responsable de tâche, permet d'exercer un management de type délégatif. Bien sûr, vous connaissez les différents types de management. Le management de type délégatif, c'est-à-dire je délègue, je donne la responsabilité, je donne le pouvoir aux responsables de ce lot de tâches de prendre les décisions concernant cette partie du travail. Une fois établi, l'organigramme technique deviendra le document de référence de l'équipe projet et servira de base au dialogue entre les différents responsables des différents lots, des différents produits, des différents sous-ensembles de notre projet. Alors, ici, on doit, bien sûr, on a dit que chaque lot de travail a un objectif. Donc, une caractéristique très importante qu'on doit la mentionner pour les caractéristiques des objectifs fixés. Donc, les objectifs doivent être SMART. Qu'est-ce que ça veut dire des objectifs SMART? C'est-à-dire spécifique, S pour dire spécifique, M pour dire mesurable, A pour dire atteignable, R pour dire réaliste et T pour dire temporel. Spécifique, c'est-à-dire, donc, ils sont précis. Mesurables, on peut les mesurer. Atteignables, on peut les atteindre. On ne doit pas fixer des objectifs qu'on n'est pas sûr qu'on peut les atteindre. Et réaliste et temporel, c'est-à-dire doté d'un délai de réalisation. Donc, comment va-t-on planifier cet organigramme-là? Donc, le planning, on va commencer par la prévision et l'anticipation. Donc, le planning est un instrument de représentation d'une prévision dans le temps. La planification est une discipline qui permet d'identifier l'ensemble des tâches nécessaires à la réalisation du projet. La planification aussi permet d'estimer la durée des tâches. La planification permet de prévoir leur enchaînement, de déterminer ce qu'on appelle les jalons, de déterminer les livrables, de déterminer les chemins critiques, de prévoir les ressources nécessaires et de prévoir l'ensemble des approvisionnements. Donc la planification, c'est une tâche très importante. C'est une étape très importante. Vous voyez bien quels sont les différents points auxquels on peut répondre lorsqu'on réalise cette tâche-là. La planification d'un projet a pour but de prévoir les activités qui vont se dérouler dans le temps et de les ordonnancer logiquement. C'est bien l'esprit du mot planning, utilisé dans son acceptation actuelle depuis 1947, qui a été emprunté à l'anglais to plan, qui signifie prévoir. Ce que l'on entend de la planification, c'est une maîtrise des délais afin d'avoir le contrôle du déroulement du planning pour anticiper les retards et non pas pour les constater. Donc, on doit anticiper ces retards-là. Alors, la distinction entre ces concepts-là, tâches, jalons et livrables.
Une tâche, c'est une opération à effectuer dans le cadre d'un processus pour aboutir à un résultat. Un jalon, c'est un événement majeur repéré dans le planning par une tâche de durée nulle. Il sera prévu pour signaler le début d'une nouvelle phase du projet, généralement lors d'une revue de projet. Il résulte donc de la mise en place d'un jalon qu'une action de contrôle, de vérification ou de validation soit engagée avant de changer de phase. Le livrable, c'est un résultat qui découle de l'achèvement d'une partie du projet. Ou bien c'est un document, ou bien c'est une réalisation, ou bien c'est le projet lui-même. Le projet lui-même peut être considéré comme un livrable. Donc, les trois différents types de planning, on distingue trois types de planning complémentaires qui répondent à des objectifs différents. Le planning d'ensemble qui représente les grandes phases du projet. Un planning détaillé qui représente l'ensemble des activités et des tâches du projet, c'est-à-dire études, approvisionnement, réalisation, ou bien le planning de tendance qui représente le suivi d'une activité. Donc, cette tâche de planning, elle est très importante. On a déjà prononcé et parlé des objectifs de cette phase, cette étape de planning, d'accord? Elle nous donne vraiment, elle nous donne une projection, elle nous fait une projection vers le futur afin de pouvoir estimer les possibilités de réalisation, les différents moyens qu'on peut mettre en œuvre. Par la suite, elle peut nous faire donc une référence si on n'est pas en train de réaliser nos objectifs, si on est en train de dévier de notre chemin qui est déjà tracé. Donc c'est le planning, c'est la planification qui nous permet de revenir vers le chemin qui a été déjà prévu. Lors de la planification aussi, on doit fixer précisément nos objectifs, on va fixer précisément aussi les moyens qu'on va mettre en place afin de réaliser les objectifs. Donc c'est une tâche très importante, c'est une phase très importante pour la gestion du projet. Voilà, donc aujourd'hui, pour cette conférence, je vais m'arrêter à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, on a essayé de rappeler les notions du projet, la place du projet dans l'organisation, et aussi j'ai essayé de vous annoncer. On a commencé à parler des outils de gestion de projet, à savoir l'organigramme technique. Et on a dit que cet outil-là se base sur une approche, une conception qui a été déjà proposée par Henry Ford, qui est la division du travail. Lorsqu'on divise le travail, donc on peut diviser n'importe quel objectif, donc n'importe quel projet, en sous-ensemble, en produit, en un lot de réalisation par la suite en tâches. Donc, à chaque tâche, on va attribuer un objectif bien déterminé, on va attribuer les moyens nécessaires pour la réalisation de cette tâche, on va attribuer aussi un ou plusieurs responsables pour la réalisation de cette tâche, et lorsqu'on va agréger l'ensemble des tâches réalisées, on peut donc voir un produit qui a été réalisé, par la suite un sous-ensemble qui a été réalisé, pour trouver à la fin un projet qui a été réalisé et achevé. C'est la conception de Henry Ford pour la réalisation du projet. Donc,
la prochaine fois, on va voir un autre outil de gestion de projet, un autre outil qui est aussi important et nécessaire à savoir pour notre pour nous. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous remercie pour votre présence. À la prochaine.